Racontez-moi un souvenir qui vous vient spontanément quand on vous parle de l'Algérie. Alors, moi, c'est surtout la ferme que j'ai connue quand j'étais jeune. Et donc, cette ferme, pour moi, c'était un recueil de toutes mes espérances, tous mes fantasmes. Il y avait les animaux, il y avait les bêtes, les ouvriers. Et donc, j'étais vraiment face au monde. Et donc, j'ai vraiment bien profité de ces années-là à la ferme. Depuis quand votre famille était installée en Algérie? Alors, c'est mon arrière-arrière-grand-père qui est venu le premier et qui descendait d'une petite bourgade en montagne qui s'appelait La Ferrière. C'est près de Grenoble, à 40 km de Grenoble, dans les montagnes. Et il y avait des mines de fer, d'où le nom de La Ferrière. Et les mines de fer, malheureusement, un jour ont été taries. Donc, c'est ce grand-père qui était jeune, marié avec un enfant, a décidé de partir pour l'Algérie, pour changer de vie et d'être peut-être de mener une vie plus riche, plus laborieuse peut-être aussi. C'est ce qu'il a fait. Il est parti de son pays natal pour arriver en Algérie où on lui a donné une concession de 50 hectares, je crois. Pendant 3 ans, on l'a suivi de façon à ce qu'il ne subisse pas, vu les intempéries, la sécheresse, etc., qu'il soit toujours tout à fait à la hauteur de ce qu'on lui attendait de lui. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il a bien travaillé, il a bien réussi dans sa profession. Est-ce qu'on peut considérer que votre famille était une famille, comme on dit, de colons? Oui, parce que quand ils étaient à La Ferrière, ils étaient habitués à travailler la terre, à faire des récoltes, etc. Donc en quelque sorte, c'était plus difficile parce que les conditions météorologiques étaient difficiles. Mais bon, ils se sont accrochés et ils en sont bien sortis, quoi. Est-ce que vous aviez conscience à l'époque de différences de considération entre les individus? Non, moi j'étais peut-être trop jeune, mais je n'ai pas... Non, parce que les ouvriers de la ferme avaient des enfants et je m'amusais beaucoup avec les enfants de nos ouvriers, quoi. Et quand je rencontrais les parents, toujours j'essayais de dire quelques mots, mais c'était difficile pour moi. Et j'ai ce souvenir de jouer dans une équipe d'amis, quoi. Le petit Kada qui avait mon âge, c'était mon petit frère en quelque sorte. À quoi ressemblait l'école en Algérie? Alors moi j'avais un très bon instituteur qui s'appelait M. Morana à Ain Bessem. Et dans la classe, il y avait français et autochtones, et arabes, et ça se passait très bien. On jouait ensemble, on avait les mêmes horaires, etc. Donc, il y avait de la mixité? Il y avait de la mixité. Et il n'y avait pas de problème entre vous? Non. À l'instant, non. Après, quand la guerre s'est déclarée, on a senti qu'il y avait une certaine scission qui apparaissait. Mais à la ferme, mes parents ont surmonté les difficultés. Mon père parlait l'arabe, il avait choisi l'arabe en priorité à partir de la 6e. Et jusqu'à la terminale, il a fait 7 ans d'arabe. Donc il parlait très bien l'arabe. Et il racontait des histoires à ses ouvriers qui se marraient. Donc votre papa aussi travaillait à la ferme? Mon père a été un peu, il a connu 1001 métiers dans sa vie. Il a tout fait, papa. Et jusqu'à remplacer son père à la ferme, quoi, pour prendre la tête de la propriété. Il l'a très très bien fait, très bien fait. Et par la suite, comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé quand ça a été impossible de rester à cause des attentats. Mes parents ont eu peur
Et donc ils ont décidé de rentrer sur Alger et de partir. Est-ce que vous vous rappelez du jour de votre départ? Eh bien, ma sœur était venue à passer l'été, le mois d'été, juillet je crois, c'était juillet, à Robion, ici à Robion, dans le Vaucluse, où mes parents avaient trouvé cette petite bâtisse. Grâce à la famille qui était restée à Cavaillon, on avait un grand-oncle qui était encore vivant, qui était peintre à Cavaillon, et c'est lui, grâce à lui, qu'on a trouvé cette bâtisse à Robion, qui a plu à mes parents et qui l'ont habité. Et donc moi j'ai atterri là au mois de juillet. Et avant d'arriver en métropole, comment ça s'est passé la journée de départ? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes promené dans les rues? Vous aviez conscience à l'époque, à 20-21 ans, Oui. que c'était la dernière fois que vous alliez être en Algérie? Oui, mais pour moi c'était une libération. Vous voyez, parce que j'ai vécu enfermé dans un collège, un lycée pendant 7 ans. Je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais que sortir le dimanche pour aller chez mes sœurs, et toujours la peur au ventre, la peur d'une grenade, la peur d'une arme, voilà. Donc c'était pour moi plutôt un supplice, plutôt, et j'ai été libéré, quoi. Je sentais que là, j'allais sur la liberté. Ça n'a pas été un déchirement? Non. Plus tard, oui. J'ai senti que l'Algérie me manquait. Mais sur le moment, non, c'était plutôt... Libération. Comment s'est passée votre intégration en métropole? Très bien, très bien. On a eu des voisins à Robion, des voisins qui étaient super pour nous. Et pourtant communistes, hein, ils étaient communistes, au Parti communiste. Ils nous ont aidés sans arrêt. Ils ont été super avec nous. Et ils ont accepté que j'aille les aider dans les champs pour ramasser les récoltes, etc. Ils étaient vraiment très ouverts. Ils se sont rendus compte de notre situation. Et ils nous ont beaucoup aidés, beaucoup. Comment s'est passée votre intégration, par exemple, à l'école? J'avais donc le baccalauréat, donc je me suis inscrit à Aix-en-Provence pour faire une licence. Et à ce moment-là, ça s'est plutôt bien passé avec les autres étudiants? Alors non, parce que quand j'ai eu 21 ans, De Gaulle a stipulé que tous les pieds noirs de tel âge, de 20 ans, 21 ans, devaient rentrer au service militaire. Donc j'ai dû faire comme les autres. Je suis parti donc à Bourg-Saint-Maurice, dans les chasseurs alpins, pour faire du ski. Moi qui n'avais jamais chaussé une paire de skis en Algérie. Et donc même pendant le service militaire, est-ce que là aussi vous n'avez pas été stigmatisé parce que vous étiez pieds noirs? Je crois, oui, je crois. Je ne l'ai pas ressenti, mais j'ai l'impression que, par exemple, vous voyez, au bout de 6 mois de classe, un beau jour, on m'a dit « tu vas retourner en Algérie ». Et ils m'ont fait retourner en Algérie alors qu'elle était indépendante. Vous voyez? Et j'ai passé 3 mois dans un camp fermé à double tour qui était près d'Alger, mais enfin à 60 km d'Alger à peu près, où on ne faisait que de la garde, matin, midi et soir, et la nuit. C'est tout ce qu'on faisait. Et j'étais pieds noirs dans un pays qui n'était plus à moi. Donc j'ai beaucoup souffert là pendant 6 mois. Beaucoup. Par la suite, comment ça s'est passé pour vous de retour du service militaire? Vous êtes donc rentré à la fac? Voilà, je suis rentré du service militaire. Que faire? Alors j'avais le bac heureusement, bon alors que la fac, on va tenter la fac. Et puis bon, c'est vrai que là j'ai quand même eu j'ai été soutenu par le gouvernement, j'ai eu ça s'appelle? Une bourse? Une bourse. Donc j'étais quand même j'étais bien,
J'avais les cours à la faculté, ça me plaisait beaucoup, donc ça s'est bien passé. Comment vous définiriez un pied noir? C'est difficile, parce que sous des dehors de fantaisie, d'amusement, il y a quand même une grande souffrance, je crois, qui demeure. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le folklore pied noir? Mais oui, bien sûr. Pourquoi? Oui, parce que dans la vie, je pense qu'on essayait de rire avec ça, de plaisanter alors qu'on était en face à une guerre terrible, quoi. Et c'était un moyen d'amusement et de... Est-ce que vous avez une anecdote autour de la cuisine en Algérie? C'était une réunion de famille, quoi. On faisait la chorba, ou on faisait le couscous, ou on avait appris à faire ce que les autochtones faisaient. Les gâteaux aussi? Des gâteaux, oui. Les gâteaux arabes, oui. C'est quoi votre Madeleine de Proust? Ah ben c'est le couscous alors, oui, je pense. C'est un plat qui a marqué votre enfance, votre adolescence? Complètement, oui, bien sûr. Parce que même au lycée de Maison Carrée, on avait le couscous une fois par semaine, hein, ou peut-être tous les 15 jours. Et puis vous avez le souvenir de ces grandes tablées, de ces réunions de famille, de voisins? Alors moi j'étais pensionnaire pendant 7 ans quand même, hein, donc j'ai pas vécu vraiment la même chose. J'avais les vacances d'été, bien sûr, mais les vacances d'été, je les passais plutôt chez mes sœurs qui étaient près à Alger, près de la mer, et donc je profitais de la mer. Mais enfin, quand même, j'ai connu la vie des ouvriers indigènes, dans la ferme par exemple, ou ailleurs. Donc vous étiez parfois en communion avec eux? Absolument. Vous partagiez le repas? Absolument, oui. Et je sentais qu'ils étaient très contents de m'avoir à leur table. On mangeait par terre, on faisait comme eux faisaient d'habitude, hein. Et moi j'étais content, quoi. Je trouvais que c'était une bonne façon de voir la vie, de comprendre la vie. À leur côté? À leur côté. Quand vous pensez à l'Algérie, qu'est-ce qui vous fait sourire? À la mer, je crois. J'ai vraiment fréquenté la mer près d'Alger. Il y avait des plages formidables, il y avait des criques, tout ça, donc ça a été les meilleurs moments de ma vie. Après, c'est vrai que j'ai pas eu de vrais copains indigènes, vous voyez, arabes. J'ai plutôt évolué avec les copains français. Les copines aussi, les premiers béguins, tout ça. C'était assez communautaire. Oui. Comment vous l'expliquez? Il y avait déjà la guerre il y avait déjà les événements, comme on les appelait. Donc on se méfiait les uns des autres. On faisait attention. Moi je me souviens quand j'étais invité à des surprises parties, c'était jamais la nuit, c'était l'après-midi. Les premières surprises parties, c'était le dimanche après-midi. Et ma mère me disait, attention, hein, tu regardes partout et fais attention, parce que c'était déjà la guerre. Il y avait aussi ce risque, vous aviez 20 ans, d'être enrôlé par les organisations, l'OAS, le FLN. Est-ce que vous aviez ce risque-là? Non, je ne l'ai pas senti. Jamais on m'a demandé d'aller déposer une bombe quelque part, ou jamais. C'est vrai que j'étais reclus dans ce bahut, et donc j'ai pas vraiment individualisé les événements. Quand vous pensez à l'Algérie, qu'est-ce qui vous fait pleurer? La mer. Pourquoi? C'est les meilleurs moments que j'ai passés sur les rochers ou sur la plage. Ça a été vraiment des moments exquis, parce que je savais que ça ne pouvait pas durer longtemps, que ça allait disparaître. Donc je m'y suis raccroché
et je les ai bénis toute ma vie. Qu'est-ce qui vous reste de l'Algérie aujourd'hui? Les souvenirs. Des souvenirs heureux, malheureux? Les deux. Les deux, oui. Et je ne suis jamais retourné et je ne veux pas y retourner parce que ça me ferait trop de mal, quoi. Donc je préfère rester ici. Avec vos souvenirs. Voilà, avec les souvenirs. Qu'est-ce que vous avez eu l'impression de laisser en Algérie? La vie de famille et je crois aussi une certaine forme d'amour fraternel pour aider et pour vivre ensemble, quoi. Je crois qu'il y a une grande faillite et je le ressens comme un coup de poignard, quoi. Parce que ces gens-là, on les a abandonnés, les ouvriers de la ferme, les ouvriers d'Aïn Bessem, les gens qu'on connaissait, et ils n'étaient pas méchants, ils nous aimaient beaucoup. Et c'est ça que j'ai gardé finalement, voyez? C'est pas autre chose. Aujourd'hui encore, avez-vous un besoin de revendiquer vos racines? Je crois, oui. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai fréquenté encore les autochtones et je les ai compris, enfin on s'amusait ensemble, quoi, en tant que gamin. Donc on a partagé pas mal de choses, de jeux, de découvertes, la langue aussi. Et c'est resté un bon souvenir en quelque sorte. Comment expliquer que ce sujet soit toujours aussi vif? Les grands propriétaires nous ont vraiment donné du tort. On a cru en France que tous les pieds-noirs étaient riches. Il devait y en avoir sûrement beaucoup de riches, mais bon, ils n'étaient pas tous riches. Est-ce que vous avez le sentiment qu'un travail de mémoire peut aider à apaiser les ressentis? Tout à fait, tout à fait. C'est très important de le faire. De libérer la parole aussi? De libérer la parole et puis de se retrouver avec des souvenirs et pour apaiser aussi les bienfaits ou pour retrouver une sorte de calme, voyez? Parce que jusqu'à 10-20 ans, quand je parlais encore de l'Algérie, j'avais encore les sanglots dans la voix. Et même aujourd'hui, je ne suis pas loin. Est-ce que vous avez une certaine fierté d'être né en Algérie? Oui, oui, parce que je pense à mes grands-parents, je pense à mes aïeux qui ont vécu là-bas, qui sont morts là-bas, qui sont enterrés là-bas. Et je ne peux pas y aller pour me pencher sur leur tombe, quoi. Ça a été rayé de la carte. Donc j'y pense souvent. Avec moins de douleur, parce que je deviens vieux, mais malgré tout, il y a un petit air là de pieds-noirs qui me chante à l'oreille. L'Algérie restera toujours en vous? Ah oui, absolument.